Voilà, ben, je lui laisse la parole et je le remercie encore une fois d'avoir accepté. Je précise pour ceux qui ne le sauraient pas que Daniel Lacombe a été pendant très longtemps professeur dans cette maison, qu'il a appris la logique mathématique à beaucoup d'entre nous et qu'il est donc professeur émérite, enfin honoraire maintenant depuis par en retraite. Voilà, très bien. Vas-y. Alors comme René l'a rappelé, le titre que j'avais prévu était modestement les mystères de l'implication, ce qui évoque uniquement Eugène Sue, grandeur ou splendeur et misère de l'implication, c'est beaucoup plus balzacien. Ça évoque aussi une analogie entre l'implication et une courtisane, ce qui peut être un rapprochement très profond, mais que je ne me sens pas compétent pour exploiter. Bon, en fait, les mystères de l'implication, ce sont pas des mystères comme ceux d'Éleusis, c'est des bizarreries, des paradoxes, éventuellement des contradictions apparentes, enfin des choses bien gentilles. Le principal mystère étant de savoir ce qu'on appelle l'implication. Alors, on va prendre la chose de façon linguistique en considérant les faits d'usage ou de convention, concernant des trucs qui rappellent l'implication. Alors, il y a d'abord un connecteur propositionnel, c'est-à-dire quelque chose de combinatoire d'extrêmement simple, puisque c'est une opération à deux places sur l'ensemble vrai-faux. Si, comme c'est souvent l'usage, on assimile le vrai, on assimile le vrai, ou on désigne le vrai par un barré, le faux par 0 barré, et si l'ensemble vrai-faux, on le désigne par 2 barrés, un connecteur propositionnel à 2 places, c'est une application de 2 barrés au carré dans 2 barrés. Pardon. Ça se donne par un tableau à double entrée. La première variable 0,1, la deuxième variable 0,1. Le connecteur qui nous intéresse, c'est celui qui prend la valeur faux pour 1, 0, c'est-à-dire ici, et 1 partout ailleurs. C'est vraiment pas très compliqué. Ce qui est conventionnel, c'est de lui donner un nom. On aurait pu l'appeler onésime. On l'appelle en général implication. À tort ou à raison. Et on le représente comme n'importe quel symbole d'opération. Il faut choisir un symbole. En général, enfin, l'une des représentations, c'est une flèche. C'est cette flèche-là. Bon. Fut une époque où on prenait une flèche arrondie, mais qui est malheureusement
évoquer de trop près l'inclusion. Donc, dans ce qui suit, nous la présenterons par cette simple flèche. Bon, par ailleurs, de même que le symbole de l'addition, on le prononce en général plus, un symbole, il est commode de le prononcer, et bien celui-là, on le prononce implique. C'est peut-être là que les horreurs commencent, mais enfin, c'est l'habitude. Donc le symbole défini par ce tableau, nous le prononcerons implique. Bon, tout ça, c'est d'une simplicité évangélique, mais c'est tellement simple que ça donne lieu à quelques malentendus. Bon. Par exemple, il est commode d'identifier 0 bar au 0 ordinaire, 1 bar au 1 ordinaire, et de mettre sur l'ensemble, pardon, 1 bar ou 1 ordinaire, et de mettre sur l'ensemble 0,1. 2 bars devient ainsi 0,1. Des choses qu'on connaît déjà. Par exemple, l'addition et la multiplication modulo 2. À ce moment-là, avec l'addition et la multiplication modulo 2, x flèche y n'est autre que 1 plus x. 1 plus x plus xy. Et si nous considérons la relation d'ordre, l'implication n'est rien de plus que l'ordre large. Il ne faut pas s'étonner que dans ce cas-là, une opération soit aussi une relation. En général, une opération sur un ensemble et quelconque. Une opération à 2 places, c'est une application de E2 dans E. Et une relation à 2 places sur E, c'est une application de E2 dans l'ensemble vrai-faux. Ce sont des objets de nature différente, à une seule exception près. C'est le caboué, c'est l'ensemble de bars lui-même. Ce qui fait que sur 2 bars, une relation et une opération, c'est le même genre d'objet. Simplement, on a des habitudes, et en général, les signes qui désignent des opérations ne se mélangent pas avec des signes qui désignent des relations. Si on le fait ici, comme on en a le droit, ça donne des choses qui étonnent un peu à première vue, en particulier que l'implication ne soit rien d'autre que la relation d'ordre, ce que je peux noter comme ça, en abrégé, ça étonne toujours un peu. De la même façon, si j'utilise le connecteur propositionnel, parfois baptisé équivalence, et représenté comme ça, qui se définit par un tableau où c'est vrai sur la diagonale et faux ailleurs. À ce moment-là, vous pouvez écrire équivalence égale l'égalité, avec un léger abus de langage que je vous laisse le soin de caractériser. Bon, sont des difficultés qui tiennent
à la simplicité de la chose, plus qu'à ses mystères. Ça vous donne aussi la source d'un paradoxe pédagogique que tous les gens qui ont un peu enseigné logique connaissent. Si on pose à un étudiant de maths, ou même à un collègue, la question suivante, convenablement présentée, on lui dit, la conjonction est, en un terme ensemble lisse, ça se traduit, en général, tout le monde répond à l'unisson, par l'intersection. La conjonction ou, ça se traduit par la réunion. En général, tout le monde est d'accord. Et si on continue, et l'implication, à ce moment-là, il y a la moitié des cobayes qui répondent d'une seule voix, et bien, au point de vue ensembliste, pardon. Au point de vue ensembliste, c'est l'inclusion. Vous avez tous entendu, ou peut-être même proféré ce genre de réponse. Et évidemment, c'est absurde, vu que dans cette colonne-là, vous avez intersection et réunion qui sont des opérations sur les ensembles, tandis que l'inclusion n'est pas une opération, c'est une relation entre les ensembles. Autrement dit, le rapport entre ça et ça et ça et ça, c'est pas du tout le même que le rapport entre l'implication et l'inclusion. Uniquement dû au fait qu'on prend un connecteur propositionnel, tantôt comme une opération, tantôt comme une relation. Bon, je vous laisse le soin de regarder, de faire vous-même les détails de ce paradoxe. Et ben, on restera là pour le connecteur propositionnel. Où tout est convention. Le nom donné au connecteur, le signe pour le représenter, et nous passons à un autre aspect linguistique, qui est de faire en sens inverse, c'est-à-dire de considérer les mots et les locutions qu'en grammaire on range dans la catégorie du conditionnel. En particulier, le mot si, qui est une conjonction de subordination. Donc nous avons tout ce qu'on peut appeler le conditionnel, qui est représenté par divers mots, en particulier le mot si. Nous en verrons d'autres dans un instant. Et nous pouvons considérer ça soit, puisque nous prenons ça du point de vue linguistique, soit dans la langue ordinaire, en contexte, disons en contexte non mathématique, ordinaire pour aller plus vite, soit en contexte mathématique. Bon. Alors, en contexte mathématique, dans les textes actuels, il y a aussi, pour apparemment cette même notion, l'utilisation de la double flèche.
maintenant un tas de textes mathématiques, pas seulement griffonnés au tableau, mais imprimés et respectables, utilisent cette double flèche. Bon. Pendant qu'on y est, remarquons qu'il y a d'autres mots grammaticaux que si pour exprimer les conditionnels. Il y a en particulier le mot, les verbes falloir, il faut et suffire. Il suffit que, c'est-à-dire que, par exemple, ceci, P double flèche se prononce si P Q, quelquefois emphasisé, comme disaient les Anglais, en si P alors Q, ou pour que P il faut que Q, ou pour que Q il suffit que P. Et si on veut avoir un mot, une conjonction qui aille dans le sens de cette flèche, il faudrait utiliser seulement si. P double flèche Q, si on veut remplacer la double flèche par une conjonction de subordination, c'est seulement si qu'il faudrait. P seulement si Q. Bon. Alors, il y a quelques difficultés. Par exemple, que P, alors, les connecteurs et ou, conjonction ou intersection, sont représentés par et par ou, qui sont des conjonctions de coordination, dont les deux termes ont la même nature et grammaticale, la même fonction grammaticale. Par contre, si c'est une conjonction de subordination, c'est pas la même chose au point de vue grammatical et dans les conditions d'emploi. Nous avons dit aussi falloir et suffire. Mais attention, falloir et suffire sont des verbes qui exigent comme sujet et complément des noms, ou comme on dit des syntagmes nominaux. Or, normalement, P et Q sont des propositions et des syntagmes propositionnels. Le français n'admet pas des propositions comme sujet ou complément. Il faut un peu l'arranger. Soit en changeant par ce qu'on appelle une nominalisation, soit en rajoutant quelque chose comme le fait que ou que. On ne dit pas Jean est malade, entraîne ou implique Jeanne est triste. On dit que Jean soit malade, entraîne que Jeanne et soit triste. Ou une... T'as pas le concours avec ça. Mais... Oh, en développant un peu. Ou encore, la nominalisation, la tristesse, nous commençons par le sujet, la maladie de Jean implique ou entraîne la tristesse de Jean. Il faut transformer la proposition en un nom. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est un peu gênant quand on veut donner des exemples. Pendant qu'on y est,
si nous considérons non seulement le langage ordinaire, mais aussi, disons, un peu relâché, ce conditionnel peut aussi s'exprimer tout simplement par « et », dans des tournures spéciales. Un pas de plus, et tu tombes dans le ravin. C'est manifestement inconditionnel. Si tu fais un pas de plus, tu tomberas dans le ravin. Quelquefois même, il n'y a pas de « e », juste une suspension, des points de suspension, une suspension de la voix. Un pas de plus, tu tombes dans le ravin. Bon, et ça s'emploie fréquemment dans les menaces. Un mot de plus, et tu prends mon poing sur la tronche. C'est visiblement une implication. Pas très fréquente dans les textes mathématiques, mais s'il s'agit d'un exposé oral, vous pouvez très bien le trouver. Par exemple, une racine de plus et ce polynôme est identiquement nul. Vous voyez très bien ce que ça veut dire, et ça se dit. Oh, t'as jamais dit des choses comme ça au tableau? Une racine de plus et ce polynôme est identiquement nul? Ou des trucs de genre? Bon. Encore juste une remarque au passage, parce que j'aurais dû en donner beaucoup d'exemples, parce que ça donne lieu à une littérature linguistique très riche. C'est l'usage ironique de l'application, ou si vous préférez, l'usage ironique de si. On en a des tas d'exemples. Je bornerai, pour faire chic, à donner 2 exemples dus à Freud qui les présente comme des traits d'esprit. Bon, le premier, c'est l'histoire du duc de je ne sais pas trop quoi, qui ne dédaignait pas de fréquenter le bas peuple, et qui, en cours d'une promenade en ville, s'arrête devant la boutique d'un teinturier et lui demande « Mon brave, est-ce que tu pourrais teindre mon cheval en bleu ?» « Bien sûr, Excellence, répond le teinturier, s'il supporte l'ébullition. » Bon. L'autre de Freud aussi, c'est l'exemple d'un maquignon qui cherche à vendre un cheval à un client et qui lui vante ses qualités de vitesse et d'endurance en lui disant « Si vous partez maintenant, vous serez à Francfort à 6 heures du soir. » Mais répond le client « Qu'est-ce que je fais à Francfort à 6 heures du soir ?» Bon. Ceci ne donne pas lieu à une catégorie particulière de conditionnels ou de la conjonction si, c'est l'usage ironique de si, sans en changer au fond la signification. Par contre, il y a quelque chose qui change profondément la signification de si, qui en fait une autre conjonction, c'est ce qu'on appelle quelquefois le si contrefactuel ou irréaliste. Le type est « si j'étais riche, je roulerais en Mercedes ». Bon, vous constatez qu'il y a une différence grammaticale. Le premier terme de l'implication passe à l'imparfait de l'indicatif, et le deuxième terme au conditionnel. Bon, ça suffit à en faire quelque chose de grammaticalement différent. Ceci dit, quel en est l'effet sémantique? Quand on dit « si j'étais riche, je, etc., on indique pour l'interlocuteur, en fait, on présuppose, ça s'appelle, qu'on n'est pas riche. Si vous commencez une phrase en disant « si j'étais riche », vous présupposez que vous n'êtes pas riche. Bon, c'est une conjonction de subordination avec présupposé.
Est-ce que ça existe en mathématiques? Alors là, oui, sans aucune restriction. Si je commence une phrase en disant « En effet, si n était pair, on aurait... » Vous savez instantanément ce que je suis en train de faire. En effet, si n était pair, on aurait... Je suis en train de faire une démonstration par l'absurde du fait que n est impair. C'est compris automatiquement. Bon, autrement dit, quand je dis si n était pair, je fais comprendre à l'interlocuteur, par écrit ou oralement, que moi qui prononce cette phrase, je sais déjà que n n'est pas pair. Et je m'apprête à en administrer la preuve. Mais je le présuppose. Bon, donc, les si contrefactuels, ça existe très bien en mathématiques. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, encore une phrase, remarque, sur la prononciation de ce symbole. On trouve parfois des hérésiarques ou des êtres sans foi ni loi qui disent que ça se prononce donc. C'est évidemment absurde. Que vous représentiez ce signe ou que vous mettiez la conjonction si, ou si, et alors qui, ça ou ça ne présuppose ni n'entraîne que P ou que Q soit vrai. Ça a un sens lorsque P et Q séparément sont soit vrais, soit faux. Par contre, P, donc Q, qu'est-ce que ça fait? Quand je dis P, donc Q, j'asserte P, j'asserte Q, et je fais allusion, ou je sous-entends, ou je présuppose, et bien précisément, que P implique Q. Autrement dit donc, n'exprime pas du tout l'implication. Ça asserte les deux termes et ça présuppose l'implication. C'est complètement différent. Donc c'est absurde de prononcer ceci sous la forme donc. Bon. Alors. Eh bien, résumons maintenant les choses. J'ai laissé tomber beaucoup de détails sûrement passionnants, mais nous n'avons guère le temps. Et résumons-nous. Nous avons dans la langue le conditionnel représenté par exemple par si, qui peut être pris soit dans un contexte ordinaire, soit dans le contexte mathématique, et dans un contexte mathématique, parfois représenté par cette double flèche. Et nous avons aussi ce que nous avions vu au début, c'est-à-dire le connecteur propositionnel, que nous avons représenté par la simple flèche. Bon, eh bien, le sujet essentiel de cette conférence, c'est que contrairement à ce que certains croient ou craignent de croire, ça et ça, c'est pas pareil. Vous préférez la double flèche en tant qu'opération logico-linguistique, c'est pas la même chose que le connecteur propositionnel représenté par la simple flèche. Et on peut aller plus loin et demander ce que c'est que ceci et quel rapport ça a avec la flèche seule. Eh bien, c'est tout simplement
une flèche simple quantifiée universellement sur toutes les variables qui figurent dans les propositions par rapport aux x, y, z, t qui figurent dans les propositions P et Q. Bon, alors, ça explique pourquoi tellement de malheureux élèves de Leulik, bon, c'est pas malheureux de recevoir un cours de Leulik, mais en plus, quand on leur demande de croire que ça et ça, c'est la même chose, ben, ils sont malheureux parce que les premiers exemples qui viennent à l'esprit montrent que c'est pas pareil. Par exemple, on apprend en logique élémentaire en logique élémentaire que, ben, par exemple, on apprend par exemple que A ou B implique ou prononce comme ça, c'est la même chose que A implique C C et B implique C. Bon, en général, ça ne fait aucune difficulté. Avec ou sans exemple, tous les étudiants comprennent que si pour que A ou B implique C, ben, il faut que chacun des deux, séparément, implique C. Et que ça suffit. Par contre, ce qu'on apprend aussi en logique élémentaire, c'est que A et B impliquent C, c'est la même chose que A implique C ou B implique C. Bon, alors les malheureux étudiants à qui vient l'idée saugrenue qu'un cours de logique, ça doit avoir des applications, là, il y en a des exemples. Par exemple, n pair et n multiple de 3, comment est-ce que vous représentez ça? 3 divisé n, non? Ça implique n multiple de 12, pardon, n multiple de 6, excusez-moi. Quand on dit ça comme ça, n pair et n multiple de 3, ça entraîne n multiple de 6. Bon, tout le monde considère que c'est vrai. Mais si on applique cette règle, ça donnera n pair implique n multiple de 6, parenthèse, ou n multiple de 3 implique n multiple de 6. À ce moment-là, l'auditeur
d'une seule voix, si je puis dire, dit que c'est manifestement faux. N pair implique n multiple de 6, c'est manifestement faux, prenez 4. N multiple de 3 implique n multiple de 6, c'est manifestement faux. Prenez n égale 4. Faux ou faux, ça fait faux. Donc, cette formule qu'on nous présente comme vraie et même comme étant quasiment une tautologie, ben, elle est fausse. Bon. Où est l'explication? Ben, c'est que ce qui est exact, c'est ceci, avec une simple flèche, et ça devient faux avec une double flèche. Pourquoi? C'est que, rappelez-vous que la double flèche, c'est la simple flèche quantifiée universellement par rapport aux variables qui apparaissent. Bon, ici, il n'y en a qu'une seule qui apparaît, c'est n. Bon. Alors, si vous mettez la double flèche ici, pas de problème, parce que la quantification universelle sur la simple flèche donne la double flèche, elle se met au début de la formule. Donc ceci signifie, quel que soit n, n pair et n multiple de 6 implique n pair et n multiple de 3 implique n multiple de 6, qui est parfaitement exact. Ah oui, mais la quantification universelle qui est liée implicitement à l'application, elle se met, elle porte sur la parenthèse ou bien l'implication. Autrement dit, si vous mettez ceci, c'est la même chose, non pas comme tout à l'heure, que quel que soit n, mais un quel que soit n ici, et un quel que soit n là. Autrement dit, avec une double flèche, ce que nous obtenons, quel que soit n, voilà. Ben ça c'est parfaitement exact. Excusez-moi, non, c'est l'inverse. Avec un quel que soit n devant, c'est parfaitement exact. Avec un quel que soit n devant chaque parenthèse, c'est faux, comme le disait l'étudiant naïf de tout à l'heure. Quel que soit n, c'est faux, il suffit de prendre un contre-exemple. Quel que soit n, c'est faux, il suffit de prendre un contre-exemple. D'où la conclusion, c'est que dans certains contextes, et même beaucoup, la double flèche, qui est la simple flèche quantifiée, c'est pas la même chose que la simple flèche. Bon, tenez encore un exemple avec, là c'était en mettant l'implication simple flèche ou double flèche en rapport avec et ou, passons maintenant à une quantification. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que quel que soit U, A de U, implique
simple flèche, B. C'est la même chose que existe U, A de U, simple flèche, B. Bon. Et c'est très facile à démontrer. Bon. Malheureusement, quand on confond la simple flèche avec la double flèche, ça donne des horreurs. Par exemple, quel que soit U positif, valeur X, disons, quel que soit U, oui, dans ce sens-là, valeur absolue de U, plus petit que X. Tout ceci, X. Attendez. Non, c'est pas. Valeur absolue de X. C'est valeur absolue de X. Plus petit que I. Valeur absolue de X. Plus petit que I. Si la valeur absolue de X est inférieure à n'importe quel nombre réel positif, alors obligatoirement, on a, d'une seule voix, vous me répondez, U égale 0. Pardon, ça, X égale 0. Bon. Mais si on confond la flèche simple et la flèche double, eh bien, donnons un exemple. Continuons cet exemple. Ça donnerait existe X, non, existe U, décidément. Existe U, tel que valeur absolue de X plus petit que U implique X égale 0. Eh bien, personne n'acceptera ça. Qu'est-ce que c'est que cette U? Tel que tous les nombres qui sont inférieurs en valeur absolue sont automatiquement nuls. Ça ne marche pas. U strictement positif. Pardon? U strictement positif. U strictement positif, oui. Qu'est-ce que répétez en dessous. Il existe U positif. Attends. Il existe U strictement positif. Tu as tout à fait raison, il faut le remettre. On garde la même affectation à la variable U. Bon. Donc, cette règle a l'air complètement démentie. C'est simplement dû au fait que dans les propositions qui sont marquées ici, il y a un X. Et quand on écrit ceci, on l'interprète comme simple flèche, mais quel que soit X. Non, quel que soit X après le coup. Excuse-moi. On interprète avec un voilà. Quel que soit X ici. Laissons un petit peu de place. Quel que soit X.
Non, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai? Non. Excuse-moi, je t'ai fait faire des bêtises. Oui, il me semble. Tu avais raison. Si, c'est pour tout X de Oui, je suis désolé, je t'ai fait faire une bêtise. C'était bien pour tout X et puis toute l'application. Donc, quel que soit X. Non. Je m'excuse. Je répare mon erreur. C'est ça. L'application, elle porte là-dessus. Ah ben c'est moi qui n'ai pas mis. Voilà, c'est moi qui n'ai pas mis les crochets comme il faut. Il faudrait rétablir un petit crochet ici. Donc, alors l'implication est quantifiée sur toute la proposition, l'antécédent et le conséquent. Par contre, si nous interprétons ça comme une simple flèche quantifiée en X, alors là, le quel que soit X, il est devant, c'est-à-dire après bon. Or, existe quel que soit, c'est pas la même chose. Pourquoi est-ce qu'il y a existe, d'accord, existe quel que soit, c'est pas la même chose que quel que soit, il existe, et le il existe, il est là-dedans, si on revient à la définition de l'implication, qui est non A ou B. Enfin, vous pouvez faire le calcul vous-même, c'est pas compliqué. Ça montre que des choses qui sont trivialement vraies avec le conducteur propositionnel, la simple flèche, deviennent faux si on quantifie universellement la simple flèche, c'est-à-dire si on la transforme en double flèche. C'est l'origine de tas de difficultés que rencontrent les étudiants et les enseignants de logique par exemple se demander quelle est la valeur de vérité de ça lorsque grand A est faux, qui est un sujet de contestation. Beaucoup d'enseignants en mathématiques considérant que lorsque A est faux, c'est pas que ça est vrai, c'est que l'implication, comme on dit, n'a pas lieu d'être. C'est parfaitement exact, mais c'est-à-dire que ça serait idiot pour ceci. Qu'est-ce que serait qu'un connecteur propositionnel qui s'évanouirait lorsque la première variable prend la valeur faux? Par contre, si A et B contiennent une variable X, et si ceci signifie quel que soit X, A de X, B de X, ça n'a aucune chance de se demander ce que vaut l'expression lorsque A est fausse. A dépend de X.
l'expression quantifiée ne dépend pas de x, puisqu'elle a été quantifiée. Donc, vous demandez ce que ça signifie. Ce que signifie ceci, quantifié universellement x, lorsque a de x est faux, ça n'a pas de sens. Bon. En fait, ça devient plus clair lorsque ceci, quel que soit x, a de x flèche simple implique b de x, on l'écrit sous la forme quel d'un quantificateur restreint ou relativisé pour tout x vérifiant a de x, on a b de x. Ça, c'est quelquefois une définition de la quantification universelle relativisée. Bon, à ce moment-là, A dépend de x. Demandez ce qui se passe lorsque A est faux. Ça n'a pas de sens. A de x dépend de x. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, les valeurs de x qui rendent A de x faux, il n'y a pas besoin de les considérer pour savoir si ceci est vrai ou faux. Pour cause, puisque ça porte uniquement sur les x vérifiant A de x. Ce qui se passe pour les x qui ne vérifient pas A de x, on s'applique complètement. Mais c'est qu'il s'agit de quelque chose de quantifié universellement et restreint. Ça n'a rien à voir avec l'idée, obtenue en confondant la flèche simple et la flèche double, qui est que A, flèche simple B, ça n'a pas de sens lorsque A est faux. Ce qui est vrai, c'est que A, double flèche B, dépendant de X, sa valeur de vérité ne dépend pas de ce qui se passe pour les X qui ne vérifient pas A. Là, c'est pas la même chose. Alors, enfin, ceci étant dit, malheureusement, la plupart des cours de logique, soit en bonne et due forme, soit les petites introductions à la logique qu'on trouve dans certains manuels, font constamment la confusion entre la double flèche et la simple flèche. Ce qui rend les exemples incompréhensibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ah. Il ne faut pas oublier que ça soit représenté par si d'autres conjonctions équivalentes ou par la double flèche, les quantifications universelles sont implicites. Ça n'a rien d'extraordinaire. Vous savez que dans les textes mathématiques, très fréquemment, une ou plusieurs quantifications universelles sont sous-entendues. Bon.
Donc, que ceci représente une quantification, des quantifications universelles implicites, c'est pas extraordinaire. Il n'y a qu'un ennui, il y en a même deux. Premièrement, sur quelle variable? Comme c'est implicite, on ne sait pas sur quelle variable. La réponse, c'est en général toutes celles qui vous tombent sous la main. Mais il y a une difficulté. Que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de variable? Ah, comment interpréter A, double flèche, B, lorsque A et B n'ont pas de variable, du moins apparente. L'interprétation fait peut-être allusion à ce qu'on appelle modalité, mais il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup. Lorsque A et B ne contiennent pas de variable, ce qui est variable, c'est le monde dont on parle. Le monde dont on parle. Une assertion, en langage ordinaire, est vraie ou fausse dans un certain monde. Et certaines assertions sont vraies dans tous les mondes. Eh bien, quand il n'y a pas d'autres variables à quantifier, ceci, c'est la même chose que A quantifié sur le monde dont on cause. Au lieu de dire monde, quelquefois, on dit K. C'est vrai dans tous les mondes possibles, pour des phrases du langage ordinaire, on dit quelquefois vrai dans tous les cas possibles. Cas signifiant configuration, état des choses, c'est en fait monde. Exemple. 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 Eh bien, donnez-moi une implication sans variable quantifiée apparente. N'importe laquelle, donne-nous. 0 différent de 1. Tu le veux mathématique. 1 différent de 2. 0 différent de 1. Alors, il se trouve qu'en contexte mathématique, on a des analogues très fréquemment employés de la notion du monde. Ces modèles. Alors, au lieu de dire dans tous les mondes possibles, on dit dans tous les modèles possibles. Modèle de quoi? Modèle de la théorie. Oh, pardon, je vous en prie. Modèle de la théorie à laquelle on est en train de causer. Dans ce cas-là, le monde, c'est un modèle. En langage, merci beaucoup, en contexte usuel, la notion de modèle est moins évidente. Mais la notion de monde est très commode, au moins en linguistique. On quantifie, on a une variable de monde. Variable sur quoi? Sur l'ensemble, ce qu'on appelle quelquefois tous les mondes possibles, qui voudrait mieux appeler tous les mondes envisageables, qui constituent l'univers du locuteur. Quand un locuteur affirme quelque chose, ça veut dire qu'il considère que c'est vrai dans tous les mondes qui sont compatibles avec tout ce qu'il sait. Et quand on dit que quelque chose est possible, il est possible que, ça signifie qu'il existe au moins un monde
de l'univers du locuteur, un monde compatible avec tout ce que c'est le locuteur, dans laquelle la proposition est vraie. À ce moment-là, l'implication devient bizarroïde. Puisque les mondes dont il s'agit sont tous ceux qui sont compatibles avec les connaissances du locuteur et sous-entendu de l'interlocuteur. Qu'est-ce qui se passe lorsque on oblige par la condition si ce monde à satisfaire à une condition que les deux interlocuteurs considèrent comme fausse? Et bien c'est bien pour ça que nous avons toutes les proverbes, les dictons classiques qui disent qu'il faut se méfier de si. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Comment? Si Paris était assez petit, ou la bouteille assez grande. Mais c'est ainsi comment? C'est ainsi, vous le voyez grammaticalement, si Paris était assez petit, et aussi la bouteille était assez grande, c'est ainsi contrefactuel. Le contrefactuel pose évidemment un problème, puisqu'il oblige à considérer un univers qui, d'un côté, est supposé satisfaire à toutes les connaissances du locuteur, mais d'autre part, satisfaire à une condition que le locuteur considère comme fausse. Il y a de quoi se mélanger les pédales, c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que la sagesse populaire se méfie des si, mais il s'agit des si contrefactuels. Bon, c'est l'exemple bien connu de la dame qui disait « Oh, comme je suis heureuse de ne pas aimer les épinards !» Mais pourquoi donc, madame, lui demandait-on? Ben, c'est pourtant évident. Si j'aimais les épinards, j'en mangerais. Et comme je ne les aime pas, ça me serait pas désagréable. Il est difficile de manipuler un monde où à la fois on affirme implicitement quelque chose et on la nie dans l'implication. Il y a quand même quelque chose qui, en dehors du contrefactuel, reste vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec si ou avec la double flèche, c'est très difficile de faire une phrase lorsque les deux propositions ont des valeurs de vérité connues des deux interlocuteurs. Essayez, prenez comme proposition, je ne sais pas moi, Henri IV, Henri IV est mort en 1610. Implique, vous mettrez ainsi si vous voulez, si Henri IV est mort en 1610, alors Louis XIV est mort en 1715. Prenez cette phrase et toutes celles fausses que vous obtiendrez en remplaçant les dates. Remplacez 1610 par 1615, 1715 par 1710, tout ce que vous voulez, et posez à un cobaye la question, pour chacune de ces phrases, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Ben, le cobaye ordinaire, sauf s'il est paralysé par la crainte et le respect, dira que ça lui paraît complètement idiot comme question. Il vous répondra, si vous voulez savoir si je connais la date de mort de Henri IV et la date de mort de Louis XIV, demandez-le moi. Mais ne me demandez pas la vérité ou la fausseté de phrases extravagantes avec des si. Essayez, c'est pas restreindre le contexte ordinaire, prenez un contexte mathématique. Si
17 est pair, alors, je sais pas, 23 est premier. Changer de nombre. Remplacer 17 par 16, 23 par 24, et poser pour chacune de ces phrases en si la question à un cobaye: est-ce que tu considères cette phrase comme vraie ou fausse? Là encore, s'il n'est pas paralysé par le respect, il vous enverra promener. Disons que c'est idiot. Si vous voulez lui demander si 17 est pair ou non, vous avez qu'à lui demander. Si vous voulez lui demander que si 23 est premier, vous n'avez qu'à lui demander. Mais mettre ça dans une phrase alambiquée avec des si, ça me paraît complètement idiot. Et il a raison. Le si, les phrases en si, sont complètement hors de propos, pas fausses, mais non pertinentes, extravagantes, lorsque les propositions de part et d'autre de si ont une valeur de vérité non seulement constante, sans variable, mais supposée connue. Il y a d'ailleurs un principe de linguistique qui justifie ça, parce que si AB, mettons sous cette forme, si le locuteur ou celui qui est interrogé connaît les valeurs de vérité, il peut répondre à la question: quelle est la valeur de vérité de A? Quelle est la valeur de vérité de non A? Il connaît les valeurs de A et de non A. Il connaît la valeur de vérité de B et celle de non B. Il connaît ces 4 valeurs de vérité. La valeur de vérité de A implique B donne beaucoup moins d'informations. C'est ce qu'on appelle quelquefois le principe d'exhaustivité, du maximum d'informations, qui est que si un locuteur sait qu'une certaine phrase est vraie, il hésitera à prononcer une phrase, autre phrase même vraie, qui contient moins d'informations. Si il prononce une phrase contenant moins d'informations, on interprétera ça en disant que le locuteur, il y a des choses qu'il ignore. Prenez les 2 exemples. Ils sont très simples. Considérez la phrase: je ne porte jamais de cravate rouge. Si un locuteur prononce ça, l'interlocuteur en déduit qu'il porte parfois une cravate. Je ne porte jamais de cravate rouge, présuppose ou sous-entend, je porte parfois une cravate. En effet, si le locuteur ne portait jamais de cravate, il remplacerait la phrase « je ne porte jamais de cravate rouge » par la phrase plus simple et contenant plus d'informations « je ne porte jamais de cravate ». Donc on considère que si le locuteur ne prononce pas la phrase « je ne porte jamais de cravate », ben c'est qu'il la considère comme fausse. Donc il ne porte pas une cravate. Prenez maintenant la phrase suivante. Un tel est né en 1960 ou 1961. Si quelqu'un prononce cette phrase, vous en déduisez immédiatement quoi concernant ses connaissances? C'est qu'il ne sait pas si un tel est né en 60 ou s'il est né en 61. En effet, s'il savait qu'il est né en 60, il dirait un tel est né en 60. S'il savait qu'il est né en 61, il dirait un tel est né en 61. Il ne dirait pas cette phrase bizarre, un tel est né en 60 ou 61. Donc si quelqu'un dit ça,
vous en déduisez automatiquement qu'il ne connaît pas la date exacte de naissance. Sinon, il a donné, parce que donner la date exacte, c'est à la fois plus simple, plus court, et ça donne davantage d'informations. Donc, oui, tu me fais signe qu'il faudrait... Eh bien, alors, on va abréger. On va abréger. Bon. Sur le fait que la sagesse populaire se méfie des phrases en si contrefactuelles, je vais vous donner un exemple, mais il y a aussi un exemple bien plus simple et bien plus connu, c'est si ma tante en avait. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Ce genre de chose est utilisé pour ridiculiser une phrase contenant un si contrefactuel. Bon, autre chose sur le maximum d'informations, on s'étonne quelquefois que dans certains contextes, si soit interprété comme si et seulement si. L'exemple classique est celui de Toto, à qui on dit « Si tu ne manges pas ta soupe, tu n'auras pas de dessert ». Si Toto mange sa soupe, il s'attend à avoir du dessert. Exactement comme si on lui avait dit « Tu auras du dessert si et seulement si tu manges ta soupe ». Pourquoi? Parce que si tu manges ta soupe, tu auras du dessert, se place dans un monde où les seules choses variables possibles, c'est manger la soupe et avoir du dessert. Si Toto mange sa soupe, mais qu'à côté de ça, il jette l'assiette par terre et envoie la cuillère à la figure de sa grand-mère, il ne sera pas trop étonné de ne pas avoir de dessert. Autrement dit, l'interprétation si et seulement si, c'est dans un monde, si vous voulez, où il n'y a que 4 cas possibles: manger ou ne pas manger la soupe, avoir ou ne pas avoir de dessert. Si à ce moment-là, on voulait dire à Toto que s'il mange sa soupe, enfin s'il ne mange pas sa soupe, il n'aura pas de dessert, mais que s'il ne mange pas ta soupe, il n'aura pas non plus de dessert, puisqu'il n'y a pas d'autres facteurs à intervenir, ben, il y a une façon beaucoup plus simple de lui dire ça, c'est que tu n'auras pas de dessert. Le principe d'exhaustivité, dans ce cas-là, montre que c'est tout à fait normal que un pic soit interprété comme équivalent. Bon, eh bien, il reste le plus important, mais je n'aurai pas le temps de le dire. Le plus important, c'est qu'il y a des cas où ce qu'on croit être une implication ne se contrapose pas. C'est-à-dire où A implique B n'est pas synonyme de non B implique non A. Ça ne s'explique pas parce que nous venons de dire. Vous avez beau mettre des quantifications universelles... Si on insiste, tu vas le faire. Pardon? Si on insiste, tu vas le faire. Attends. Que je donne au moins les exemples. L'explication viendra après. Les quantifications universelles ne changent rien au fait que A implique B, avec simple flèche ou double flèche, c'est la même chose que non B implique non A. Bon. Alors, considérez la phrase suivante, enfin, mettons dans le contexte. Un mari rentre tard chez lui, sa femme est déjà couchée, et le mari trouve sur la table de la cuisine ce petit mot: si tu as faim, il y a de la viande dans le frigo. Est-ce que le mari aura l'idée de contraposer et d'interpréter ça comme: s'il n'y a pas de viande dans le frigo, tu n'as pas faim?
Ben non, manifestement. Donc, avec ou sans quantification, ce n'est pas une implication, bien que ça soit représenté par ça. Direz-vous, c'est du contexte domestique et familial, c'est pas un contexte mathématique. En mathématiques, vous avez la même chose. Considérez la phrase suivante. Si, prenez par exemple, si z et z' sont des nombres complexes quelconques, alors z plus z' bar égale z bar plus z' bar. Contraposé. Si z plus z' bar différent de z bar plus z' bar, alors z et z' ne sont pas des nombres complexes quelconques. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça paraîtra curieux. Autrement dit, ceci signifie simplement qu'il y a des si qui ne peuvent pas s'interpréter comme des applications. Ah, alors les interpréter comment? Eh ben, là, maintenant, il faut que je m'arrête. Non, mais il faut que tu expliques quand même pour le dernier exemple, parce que là, il y a une explication utile. Le dernier exemple? Z et Z'. Avec la viande dans le frigo ou avec... Non, avec Z et Z'. Avec Z et Z'. Ça signifie simplement que si, quelquefois, est utilisé pour définir une convention. C'est quelque chose à remarquer sur la langue mathématique. Et si vous vous demandez quels sont les actes, comme on dit, illocutoires, qui sont le plus fréquemment représentés dans la langue mathématique, il y a l'assertion, essentiellement, l'assertion, l'interrogation et l'ordre. C'est ce qui est classique en linguistique. En mathématiques, il y a quelquefois des interrogations. Quand on pose un exercice, par exemple, et il y a quelquefois, c'est quand même assez fréquent, des assertions. Quand il y a des ordres, c'est fictif. Calculer la valeur de l'intégrale ou résolver, éventuellement sous la forme infinitive, résoudre, c'est assez limité. Mais ce qu'il y a l'exécution des ordres qui est fictive, les ordres ne sont pas forcément fictifs. Les ordres ne sont pas seuls. Je vois pas pourquoi tu dis que les ordres sont fictifs. Parce que ce ne sont pas des ordres. L'auteur du livre dans lequel il y a un texte d'exercice ne dispose d'aucun pouvoir légal, juridique, ou en tout cas contraignant, pour se permettre de donner des ordres au lecteur. Donc ce sont des ordres fictifs. Mais il y a une autre catégorie, comme on dit d'actes locutoires, que la linguistique ordinaire ne connaît guère, ce sont tout simplement les conventions. Fixer des conventions. Eh bien, ça se fait très peu dans la langue ordinaire. En général, les conventions sont supposées connues des deux interlocuteurs. Quelquefois, on les rappelle, mais on n'en fait jamais, enfin, on en fait rarement, un acte de langage particulier. Or, si vous considérez un texte mathématique, vous vous apercevez que soit sous forme de conventions générales, des définitions, on dit que soit de définition locale, dans ce qui suit, x et y désignent des nombres réels. C'est une convention locale, elle ne durera pas plus que quelques paragraphes, mais on en a constamment dans un texte mathématique. Bon, simplement, ça prend des formes variées. Au lieu de la phrase unique, si z et z' sont des nombres complexes quelconques, il faut y avoir deux phrases. Dans ce qui suit, z et z' seront des nombres complexes quelconques. Par exemple. Ou bien soit c'est généralement à exprimer ce genre de convention, soit z et z' des nombres complexes quelconques. Alors, etc. La phrase en soit n'a aucun sens mathématique par elle-même, c'est pas une affirmation,
c'est pas un ordre, bien qu'il y ait un subjonctif qu'on appelle quelquefois optatif, c'est rien de plus qu'une convention. Bon, donc, les cas qui nous resteraient examinés et qui ne rentrent pas dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est les cas où des conventions sont exprimées par une phrase avec si. Vous constatez d'ailleurs que même les écrivains, les mathématiciens qui raffolent du langage symbolique, je ne pense pas écrire une convention avec une flèche d'implication. Avec l'implication? Oh! Si et seulement si. Pardon? Pareil. Qu'est-ce qui est pareil? Prochain continu, si et seulement si. Je suis la définition. Ah oui, mais ce que j'étais en train de... Je dis que même les mathématiciens qui raffolent d'utilisation de la flèche ou de la double flèche l'utilisent rarement quand ils sont en train de donner une définition. Ils mettent peut-être si et seulement si, mais il faut prêter... Pardon? J'ai même vu des flèches. Dans une définition? Oh! Il faudrait vérifier ça. Il faudrait vérifier ça. Vous avez un manuel du secondaire récent, parce que les vieux bracelets du parquet et autres disciplinaires alternés n'auraient jamais fait ça. Remarquez, supposez, en un certain sens, ça s'explique. Supposez que vous ayez une expression A qui se définit en contenant des mots. C'est une définition de mots ou de symboles. Donc A contient des mots ou des symboles nouveaux pour l'auditeur ou le lecteur. Une façon générale de donner la définition, c'est de former une phrase à ronde, ne contenant que les mots anciens, et dire que par convention, A et A ronde sont équivalents. À ce moment-là, vous pouvez dire que vous pouvez faire ça, mais ceci n'apparaît pas comme un théorème. Ou plus exactement, si c'est un théorème, c'est une conséquence de la définition. Si c'est la définition, c'est pas un théorème. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est peut-être compréhensible, mais dangereux d'exprimer une définition en utilisant la double flèche. Disons que ça peut se comprendre, mais c'est particulièrement dangereux dans des ouvrages pédagogiques parce que ça pervertit l'esprit des enfants. Bon, je crois que j'ai atteint et même dépassé. Merci. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, je rappelle qu'il faut parler dans le micro, non pas pour qu'on vous entende ici, mais pour qu'on vous entende sur Internet. Oui, j'en ai une qui reprend l'exemple si Z et Z' sont un nombre complexe quelconque, alors Z plus Z' bar égale... il y a peut-être une autre manière de comprendre ceci, c'est de le comprendre en fait comme un quantificateur. C'est-à-dire, en fait, on écrirait pour tout Z et pour tout Z'. Donc c'est pas forcément une convention, là. C'est une redondance. C'est en effet une façon de comprendre la chose. Si, disons, P si P à la Q, vous l'interprétez comme quantifié universellement, quel que soit.
Simplement, dans la phrase si Z et Z' sont des nombres complexes quelconques, vous pouvez très bien traduire ça par la formule, quel que soit Z, Z' appartenant à C, que devient le mot quelconque. Vous pouvez dire que le mot quelconque est fait pour suggérer la quantification universelle. Pourquoi pas? Vous avez tout à fait raison. Ce qui nous amène quand même à faire attention à quelque chose, c'est que traditionnellement, on définit la quantification relativisée, disons relativisée à un ensemble, par exemple l'ensemble des complexes, en disant que quel que soit x appartenant à E, quel que soit x dans E, on a P de x. On interprétait ça en disant que c'est synonyme de quel que soit x tout court. X appartient à E, implique P de x. C'est un peu dangereux. En effet, les règles habituelles du langage vont que quand on écrit ça, qu'est-ce qu'on exige de P, de la formule P? C'est qu'elle ait un sens pour toutes les valeurs de x qui sont dans E. Les valeurs de i qui ne sont pas dans E, on s'en fiche. Ce qui revient à ce que nous avons dit tout à l'heure sur l'implication. Par contre, avec un quantificateur universel non relativisé, on est, quel que soit x quelque chose, on exige que le quelque chose ait un sens pour toutes les valeurs de x. Bon, alors, il faut prendre d'autres exemples. Par exemple, dans le domaine réel. Alors, tu peux peut-être le dire oralement. Bon, non, ça sera facile à écrire. Comment vous écrivez le logarithme vépérien? Ln, avec minuscule, le L. Il y a une campagne contre Hélène actuellement, mais enfin bon, vas-y. Ln de x2 égale 2 ln de x. Si je ne me trompe pas. Bon. Ça dépend. Ceci, ça marche si vous écrivez quel que soit n, non, quel que soit x, appartenant à R étoile plus. Par contre, si vous remplacez ce quantificateur relativisé par sa forme prétendument explicite, ça donnerait quel que soit x, disons, dans R, tout court, x strictement positif implique ln de x2 égale 2 ln de x. Vous apercevez que ça ne se contrapose pas. ln de x2 différent de 2 ln de x n'est pas équivalent à x inférieur ou égal à 0. Une écriture avec ln présuppose que ce qu'il y a comme argument de ln est positif. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est exactement comme ce qui signifie que le si indique qu'il y a une condition suffisante, mais qui peut être soit une condition de vérité, P attribut, P une condition suffisante pour la vérité. Mais ça peut être une condition suffisante pour le sens
de Q, par exemple, que X soit positif pour que Ln de X ait un sens, soit de pertinence c'est le cas si tu as faim, il y a de la viande dans le fluide. Il peut se traduire par si tu as faim, l'information suivante t'apparaîtra peut-être pertinente, il y a de la viande dans le fluide. Ça change rien. Vous avez d'autres formules analogues, très classiques, individuelles. Si ça vous intéresse, je suis né en 1960. L'exemple est fictif. Si je ne suis pas né en 1960, ça ne vous intéresse pas, ça ne marche pas. C'est malin pourrait faire semblant de prendre ça pour un précis. Si ça vous intéresse, je suis né en 1960, je me dirais, oh, et si ça ne vous intéresse pas, c'est là parce que je suis bien que je ne parle qu'un récit de vérité. Ok. Bon, c'est moi. Je voulais juste dire à Marc que le 6 est souvent un quantificateur. Tu peux le voir comme ça, mais tu peux aussi le voir comme si on désigne par R l'ensemble des réels, si on appelle J l'intervalle AB, si Z et Z' sont des nombres complexes, ça marche aussi. C'est 3 fois la même chose. 3 fois, c'est pas contraposable. Hein? Non, mais je peux aussi... Il y a une ambiguïté quand c'est si Z et Z', mais sinon je peux dire si R désigne les réels. Et ça, c'est pas contraposable, comme le dit mon camarade. D'accord? Voilà. Et quand tu dis si Z et Z', c'est à ça qu'on pense. Parce que les gens le disaient avant qu'on invente les quantificateurs, t'inquiète pas. Voilà. Mais je voulais surtout dire que j'étais très très heureux d'entendre tout ce que j'ai entendu là depuis le début. Hein? Voilà, parce que c'est des choses qu'on n'entend pas souvent. Et quand on pense comme toi, des fois on a l'impression que, enfin, il y a des gens qui vous disent, mais t'es pas normal, tu penses pas droit, l'implication c'est toujours vrai quand la prémisse est fausse, etc. Et si on dit, vous savez, les gens parlent pas comme ça, les mathématiciens n'écrivent pas comme ça, on dit, la réponse qu'on a, c'est bien dommage. Alors que, il me semble qu'on devrait plutôt partir dans l'autre sens et voir comment les gens parlent, sans leur opposer des règles que je qualifierais pas. C'est peut-être bien dommage, quelque chose de bien dommage, mais tout simplement, comme nous utilisons les mêmes expressions, la flèche simple et la flèche. Ceci étant dit, pour reprendre ta première question, toutes les définitions peuvent plus ou moins se mettre dans des phrases avec si. Et des définitions, il y en a des globales et des locales. Si R désigne le corps du réel, c'est une convention. Ça ne se contraposera pas. Z et Z' désignent des nombres complexes, des courbes. C'est une convention. Elle est locale. Normalement, R ou C, un auteur qui adopte cette convention, il adopte, sinon pour toute sa vie, sinon pour tout un ouvrage. Par contre, une convention locale, que Z et Z' désignent des nombres complexes, pas sûr que quelques pages plus loin, Z et Z' ne propose autre chose. Donc, c'est sûr que toutes les espèces de conventions peuvent être caractérisées avec un si. C'est si sûr que ce si-là ne se contrapose pas. Ceci étant dit, les définitions peuvent être locales ou globales. D'autres questions? Eh bien, alors ainsi soit-il. Merci.